The Declaration of Independence itself was even drafted on paper derived from hemp. So what happened? How did one of the most versatile and adaptable species of crops in the world also become one of the most politically polarizing agricultural resources? Well, in the early 20th century, the plant became labeled a threat so dangerous that it should be wiped out. But it wasn't dangerous to anyone or anything except the industries that it could phase out of existence. So what did the establishment do to ensure their allegiance to the very industries they serve? Well, they did what they do best. They lied and smeared hemp through a propaganda campaign that associated the plant with marijuana. And in 1937, the Marijuana Tax Act redefined hemp as a narcotic, which required farmers to obtain a special tax stamp to grow the crop. By 1970, the Controlled Substances Act made growing the crop without a DEA-issued permit strictly illegal. Because of the government crackdown on the crop, it has a negative association. And at this point, you still might be confused because of years of being brainwashed to think that hemp is exactly the same as marijuana, or that its close association with it must classify it as a drug. But this couldn't be farther from the truth. Just check out the Congressional Research Service report on hemp that states, quote, although marijuana is also a variety of cannabis, it is genetically distinct from industrial hemp, and it is further distinguished by its use and chemical makeup. So, hemp is genetically distinct from the drug, marijuana. In fact, if you smoked an entire garbage bag full of hemp, you wouldn't get high. Yet the plant remains illegal under U.S. federal law. And like I said before, not because it's a danger to people, but because it's a danger to corporations. In the early 20th century, hemp competed heavily with the cotton and paper industry. Because paper made from trees had to compete against environmentally friendly hemp products, the paper industry was at risk to suffer. So William Hearst, a New York State congressman and one of the biggest newspaper publishers in America, launched a campaign against hemp. He used his publication to smear the public's perception of the crop, which at the same time was threatening his successful paper company. In fact, this very campaign is where the term yellow journalism derived from. But this was in the 1920s. How is the propaganda still working today? Because the threat hemp poses isn't limited to paper. Reviving the industry could potentially devastate the profits of huge corporations that manufacture lumber, fossil fuels, steel, alcohol, and even food, among many other things, including this. In 1941, Henry Ford even built a car made almost entirely from hemp. The frame of the car was 12 times lighter than steel and 10 times stronger. Amongst the thousands of products made from hemp, one of the most extraordinary is Henry Ford's plastic car. Built in 1941, it contained cellulose fibers derived from hemp, sisal, and wheat straw. The plastic was lighter than steel, yet could withstand 10 times the impact without denting. Not only that, but the car was powered by hemp seed oil. Do I even have to explain the threat that this technology would pose to giant oil companies? Processed hemp also creates one of the strongest fibers we know of, providing all natural materials to build homes, ships, trains, planes, and automobiles, and practically indestructible clothing. Furthermore, hemp seed oil can be made into lotions and skin creams. The practical applications for this plant are limitless, and the reason it remains illegal is simple. It's just one giant push to preserve the profits of corporations that poison our planet, destroy our forests, and bankrupt the world. But this all could change if recent efforts in Kentucky are any indication, and if moves by a few key members in the U.S. Senate succeed, hemp could soon be removed from the government's list of Schedule I controlled substances. The hemp industry could very well be revived back to being America's #1 cash crop. And that's one step closer to succeeding against a model of profit, greed, and control that sadly defines this country today. Il existe tellement d'informations sur le cannabis sur Internet, mais qu'est-ce que c'est exactement?
Ce n'est pas surprenant que les gens soient confus, et cela s'explique sans doute par le fait qu'on puisse difficilement réduire le cannabis à une seule et unique chose. No, it's called the bionic, the bomb, the puff, the black, the herb, the sensi, the chronic, the sweet Mary Jane, the shit, the bomb, the ganja, the reefer, the bud, the Buddha, the homegrown, the ill, the Maui Maui, the method, the pot, the shake, the stunt, the stress, the tide. Attendez un peu, bien que très exhaustive, cette liste fait uniquement référence au cannabis en tant que drogue. Mais cette plante a un potentiel qui va bien au-delà de son usage récréatif. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que vous connaissez du chanvre indien? There are three strains of the plant. There's cannabis sativa, there's cannabis indica, and there's cannabis ruderalis. Those are the three strains of the plant. They're all cannabis. I mean, let's not make any bones about it. But I mean, the constituents of each plant is different. Long ago, when these ancient Grecian temples were new, hemp was already old in the service of mankind. For thousands of years even then, this plant had been grown for cordage and coarse cloth in China and elsewhere in the East. Le chanvre peut quasiment être cultivé n'importe où et a littéralement des milliers d'applications. Par exemple, la voiture Husket de Henry Ford en 1951 était essentiellement constituée de plastique à base de chanvre. Ce type de plastique était plus léger que l'acier certes, mais avait la particularité de pouvoir résister à un impact 10 fois supérieur et sans déformation. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que la plupart des voitures Ford, dont la fameuse Ford T, étaient initialement conçues pour rouler à l'éthanol à base de chanvre, et notamment le chanvre cultivé sur la propriété de Monsieur Ford lui-même. En 2001, une voiture carburant au chanvre est exposée à la conférence NORML. A noter au passage que son empreinte carbone était neutre. The net carbon dioxide added to the atmosphere is balanced out by the life cycle of the plant. Ce qui n'est en définitive pas si impressionnant si on considère le fait que le moteur d'une voiture de course peut être alimenté par les rayons du soleil. Les fibres de chanvre sont les plus résistantes de la planète, et ce n'est donc pas surprenant qu'elles aient été utilisées au Royaume-Uni depuis plus de 15 siècles. The old sailing ships in Nelson's day, I mean, all the ropes were made of hemp, all the sails were made of hemp. Il y a de grandes chances que vos ancêtres portaient des vêtements faits à partir de chanvre. Les vêtements à partir de chanvre protègent des UV du soleil, ils sont antibactériens et très résistants. Par exemple, les vêtements à base de chanvre sont 3 fois plus résistants, 4 fois plus chauds et jusqu'à 7 fois plus durables et inifluges que les vêtements classiques. Ces vêtements à base de chanvre peuvent ensuite être recyclés pour faire du papier, et le papier à base de chanvre est largement supérieur à celui produit à partir du bois. Faire du papier à partir de bois en est presque risible. Les arbres sont constitués d'à peu près 30% de cellulose, ce qui est l'élément principal qui rentre dans la composition du papier. Les 70% restants doivent ensuite être enlevés à l'aide de produits chimiques. Virtuellement n'importe quelle autre plante avec une tige robuste est mieux adaptée à la production de papier que le bois. Mais surtout le chanvre, car il peut contenir jusqu'à 85% de cellulose. Sans compter que le papier à base de chanvre dure beaucoup plus longtemps et ne jaunit pas. Seulement 1 hectare de chanvre peut produire autant de papier que 4 à 10 hectares de bois sur un cycle de 20 ans. Cela s'explique par le fait que les tiges du chanvre sont matures en seulement 4 mois, alors que celle des arbres peut prendre jusqu'à 80 ans. 93% du papier mondial provient des arbres, et quand on considère le fait que la déforestation est la cause principale du changement climatique, il serait ridicule de ne pas s'intéresser à des alternatives plus efficaces telles que le chanvre. Stalks like these here on the left, they yield the most fiber and the best. De l'huile était produite à partir de ces graines et alimentait les lampes. Il semble qu'elle servait également de remède de campagne et de complément alimentaire. Manger des graines de chanvre est sans doute l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre corps. Les graines de chanvre sont une des plus grandes sources de protéines de la nature et la consommation de chanvre va même jusqu'à élargir et désencombrer les artères, ce qui a pour effet de prévenir contre les attaques cardiaques et les accidents vasculaires. C'est bien beau tout ça, mais j'avoue que l'idée qu'un aliment soit bon pour la santé n'a rien de bien nouveau. Par contre, je parie que vous ne saviez pas que quand il est bien utilisé, le chanvre est l'un des matériaux de construction les plus intelligents du monde. So what we have here is the hemp shiv, or also called the hurd, which is the internal part of the stem of the plant. And that's mixed with a lime-based binder. And so with that lime-based binder and the hemp, we've got a negative carbon footprint. Now the difference between lime and concrete is that lime you don't have to heat up as much. Concrete you have to heat up to almost 3,000 degrees, which takes a lot of energy and does very poorly on the carbon footprint. Well, hempcrete actually sequesters carbon. Let me tell you how it does that. First of all, any cellulose material, wood for example, or hemp, takes carbon in during its life cycle, and usually when it decays, it lets it back into the atmosphere. If you take that plant and then put it into a wall, for example in hempcrete, then that carbon is now sequestered in the wall and not becoming part of climate change. So the hempcrete in this building, this one building alone, will sequester 20,000 pounds of carbon.
That's a pretty big accomplishment. I think this is the best wall system in the world. So I'm all about hemp. I think hemp's an important thing to push because it's food, fiber, building material. But really, I'm choosing this material because it's the best in terms of building science. And why is that true? First of all, because this is what's often called a breathable wall system. And I don't mean breathable for air. We're actually building an airtight wall, but it's breathable for water. And why is that an advantage? Well, in a typical wall, you have a cavity that you seal tightly and then you fill with insulation. Well, water will get inside that cavity because water that's its job in the world. My body's 70% water. It can dissolve any material. Anyway, so what we want to do in a building is create a wall that welcomes water but doesn't rot when it lets the water in, and that's exactly what hempcrete does. When humidity changes in the air outside, the wall can take on that extra humidity and hold it until the humidity drops outside, and then it will let it back out. In the meantime, because the lime is wrapped around the cellulose won't rot. The lime is trying to go back to being a rock. That means this wall is going to get harder and harder and harder. Over time, it's going to petrify. So these walls will last for thousands of years, not 40 years like what we're used to building. Et donc pour résumer, le chanvre peut être cultivé presque partout. Il permet la confection de vêtements beaucoup plus durables que ceux en coton, du plastique très résistant, du papier bien supérieur à celui obtenu avec les arbres, et du hempcrete qui est un remarquable nouveau matériau de construction. Les graines peuvent être utilisées pour produire un biocarburant neutre en termes d'émissions carbone, ou encore simplement en guise de nourriture. Et ce ne sont que quelques applications parmi beaucoup d'autres de ce que le chanvre est capable de faire. Et donc pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler de cette plante? Il n'existe pas de réponse facile à cette question, mais ça ne coûte rien de s'y pencher. Premièrement, est-ce que les gens veulent vraiment du chanvre? Les compagnies pétrolières et les scieristes, certainement pas en tout cas. Ça leur ferait de la concurrence, et quel business a réellement envie d'être concurrencé? Le plus grand producteur de bois mondial sont les États-Unis, où il est interdit de cultiver du chanvre, mais ça n'a pas toujours été le cas. Bonjour et bienvenue à votre cours de rattrapage sur l'histoire de la marijuana. Ou devrais-je dire l'histoire très brève de la marijuana. C'est un sujet vaste et compliqué, nous n'aurons le temps d'aborder que la surface émergée de l'iceberg, alors allons-y. Ce qui frappe d'emblée quand on regarde l'histoire de la marijuana, qui est aussi connue sous le nom de cannabis, c'est à quel point elle était parfaitement légale il n'y a encore pas si longtemps. En fait, non seulement elle était légale, mais il se trouve en plus qu'elle représentait l'une des plus grosses ressources agricoles du monde, y compris aux États-Unis. Autre chose. Le cannabis est aussi le chanvre. Mais qu'est-ce que le chanvre exactement? Eh bien en gros c'est la fibre naturelle la plus robuste et donc la plus durable qu'il existe sur la surface de la planète, rien que ça. Jusqu'en 1883, et ce depuis des millénaires auparavant, le chanvre indien, qui est une variété de cannabis, était la récolte la plus cultivée au monde, avec à son actif des milliers d'utilisations de produits en tout genre. La majorité des tissus, des huiles d'éclairage, des papiers et autres fibres provenaient du chanvre. La première loi relative à la marijuana aux États-Unis était une loi qui ordonnait aux fermiers de cultiver du chanvre. Benjamin Franklin l'a même utilisé pour alimenter l'un des premiers moulins américains de pâte à papier. Les deux premières copies de la Déclaration d'indépendance furent écrites sur du papier à base de chanvre. Jusqu'aux années 1800, la majorité des textiles aux États-Unis étaient fabriqués avec du chanvre et 50% des médicaments commercialisés durant la seconde moitié du 19e siècle étaient concoctés à partir de cannabis. La reine Victoria elle-même utilisait un extrait de résine de cannabis pour soulager ses crampes menstruelles. Mais ce qu'il y a de plus bizarre au sujet du chanvre industriel, c'est qu'il n'a aucun effet psychotrope, mais qu'il fut pourtant mis dans le même sac que ce qui va suivre, ce qui relève également du non-sens. Reefer Madness, l'herbe folle. Au début du XXe siècle, le journalisme dit jaune, ou la première presse à scandale si vous préférez, commence à faire surface. Les articles décrivent les Noirs afro-américains et les Mexicains comme des fous furieux, qui fument de la marijuana et jouent de la musique du diable, jetant ainsi l'opprobre et le vice sur leurs lecteurs, qui s'avère au passage être composé d'une population en grande majorité blanche. Certaines de ces offenses consistaient par exemple à regarder une femme blanche 2 fois, rire d'un blanc, même marcher sur l'ombre d'un blanc. Tout ça va avoir pour effet l'intervention de la loi sous la forme d'une taxe, elle-même sous la forme d'un timbre. Une taxe qui non seulement va incriminer la marijuana, mais également le chanvre et les médicaments à base de cannabis. Déjà, les rumeurs de l'époque veulent que le potentiel extrêmement versatile du chanvre risque de concurrencer de nombreuses autres industries. Et il n'en faudra donc pas plus pour renforcer la thèse de l'herbe folle, et mener ainsi à la prohibition pure et simple de tous les dérivés du cannabis. Le magazine Popular Mechanics va même jusqu'à publier un article qu'ils intitulent « La nouvelle récolte des milliardaires », dans lequel on vante les mérites du chanvre pour sa capacité à produire plus de 5000 produits textiles dus à sa fibre filiforme et pour les plus de 25 000 produits à base de sa cellulose, qui vont de la dynamite à la cellophane. Sa supériorité en tant que source de fabrication de papier commence également à se faire connaître, et d'autant plus que de nouvelles machines pour traiter le chanvre commencent à faire leurs apparitions. Et donc sur le papier, le Marijuana Tax Act était la solution miracle
qui allait permettre de pouvoir réguler tout ça. Sauf que si vous vouliez faire pousser du chanvre, il vous fallait acheter un timbre. Et évidemment, personne n'allait vous subventionner. Donc de fait, le cannabis sous toutes ses formes devient illégal. Et les choses vont plus ou moins rester ainsi jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, quand le gouvernement décide que le chanvre est à nouveau une bonne chose, allant même jusqu'à produire une vidéo promotionnelle, le chanvre pour la victoire. Mais la guerre à peine terminée, le chanvre devient à nouveau pointé du doigt. Et en 1948, alors que le Marijuana Tax Act est à nouveau dans le collimateur, le Congrès lui-même reconnaît que la marijuana était rendue illégale pour les mauvaises raisons. Elle ne rend pas les gens violents, pas du tout, elle les rend